Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de squat et de problèmes de hanche au squat. Alors, je vais parler de ça parce que je suis sur Instagram et je suis Andrew Haus, son site Instagram, son nom Instagram c'est Das Power Haus, qui est un jeune powerlifter de 26 ans qui a passé plus de 1000 kilos aux trois mouvements alors qu'il avait juste 20 ans. Alors son total actuel est à 1117, il se préparait pour monter encore, mais il a eu un problème de hanche. Alors c'est un problème de hanche au squat lourd en position sumo qui est classique, et je regardais ça parce que en suivant son Insta, que j'aime bien, il a un look pas possible, c'est un gros gabarit, vous allez voir, et il a sa préparation qui est mise en l'air par une douleur. Alors il plaçait la photo de la photo de son Röntgen, de son rayon X, de sa radio de la hanche, en disant qu'il ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire, parce que évidemment il n'est pas forcément spécialiste là-dedans. Et puis la hanche, on l'a étudié avec Gundil pour notre prochain livre, Strange Training Injury, qui est commandé par les Américains et qui va paraître aussi en France, le guide des blessures de musculation. Et on étudiait ça, justement, j'ai fait quelques dessins, et j'avais étudié aussi l'apparition de ces problèmes qui ne sont pas uniquement, qu'on ne vous rencontre pas uniquement au squat, mais qu'on peut rencontrer dans d'autres activités, vous verrez, comme le cheval. Alors c'est une petite vidéo, c'est pas une vidéo longue, pour vous montrer ce qui se passe, et n'ayez pas peur, tout le monde ne va pas générer des dégradations de la hanche au même niveau que Andrew Haus. Alors il ne va pas être handicapé, à ne pas pouvoir marcher à ce niveau-là, mais par contre sa carrière de squatteur risque d'être profondément impactée parce qu'il a quand même une bonne inflammation avec des calcifications qui vont générer des frottements et l'empêcher peut-être d'atteindre un squat encore plus haut. Il était déjà monté très haut, très vite, et c'est des choses qui peuvent arriver. Alors tout le monde ne réagit pas de la même façon. Au squat, les frottements ne vont pas être générés de la même façon en fonction de la morphologie de la hanche que vous avez. Il y a plusieurs types de hanches, bien sûr, et les frottements ne seront pas les mêmes d'un individu à l'autre en fonction de sa morphologie de hanche, et vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais vous montrer les photos de Andrew Haus. Alors Andrew Haus, c'est lui, c'est un gars que j'aime bien, voilà, un jeune gars, ça c'est il y a 2 ans, je crois 3 ans, virilité, pas possible, on est bien loin des zététiciens bien sûr, c'est un gars très fort, c'est un jeune très sympathique, qui fait vivre son Insta et ses réseaux, il est très très fort, et il a envoyé la photo de sa hanche. Voilà, alors vous avez, est-ce qu'on peut voir ici? Voilà, je vais essayer de la mettre parce que c'est une photo qui est, voilà, vous voyez la photo de la hanche. Alors là, c'est une radio, et vous voyez que là, le rebord de la cavité cotyloïde est un peu abîmé, même en partie détruite. Et vous voyez ici, c'est le col du fémur. Le col du fémur, vous voyez une petite bosse qui est ici, que le médecin a montré, et cette petite bosse est la réaction de ce frottement qui a dégradé le dessus de l'articulation. Tout ça parce qu'il est en position sumo. Alors il aurait pu avoir des dégradations en position classique, mais lui, il a pris une position sumo, on descend très bas, et de toute façon on est obligé de descendre à l'horizontale au squat, et il a eu un frottement. Alors, le frottement, vous imaginez bien quand vous êtes au squat, je vous montre un peu ici, vous êtes à ce moment-là ici, et vous descendez, et vous allez avoir là, un frottement du col du fémur qui est ici, sur le rebord de la cavité cotyloïde, du fémur. Alors, il y a un labrum aussi, qui est autour, qui est un anneau ostéofibreux qui permet la bonne congruence. Alors, tout le monde n'a pas la même congruence, bien sûr, mais à force de descendre très bas avec des charges très importantes, vous allez avoir une déformation du labrum et aussi une usure prématurée du rebord osseux de la cavité cotyloïde, et aussi une usure à ce niveau-là, au col du fémur, qui va gonfler par réaction inflammatoire, et qui va justement créer encore plus de frottement en limitant les mouvements
articulaire, donc c'est pas bon pour une carrière de squat, puisque vous allez avoir déjà une douleur et ensuite une limitation dans la flexion, hein, qui va, à ce moment-là, vous abîmer la hanche de plus en plus, puisque vous allez forcer dessus pour essayer de descendre. Alors il faut savoir que tout le monde n'a pas de limitation marquée dans la flexion, ça dépend de votre morphologie de hanche. Beaucoup de gens peuvent faire du squat ou de la presse et descendre sans avoir le col du fémur qui va toucher contre la cavité cotylioïde. C'est multifactoriel en fonction de la congruence, c'est-à-dire de la profondeur de l'articulation, hein, de l'angle de l'inclinaison du col du fémur, hein. C'est assez multifactoriel, mais si vous avez une limitation osseuse et que vous voulez descendre, vous allez appuyer, générer de l'inflammation, détruire le labrum. Hein, le labrum, je vais vous le montrer parce que je l'ai dessiné un peu pour le bouquin. Alors là, je l'ai montré avec son ensemble fibreux autour. Hein, voilà, ça c'est le labrum qui est autour de l'articulation de la hanche. Alors, c'est très agrandi, vous voyez la taille d'un pinceau. Hein, voilà, c'est ici. Hein, donc c'est fait pour maintenir l'articulation. Hein, et ce labrum peut être abîmé, il peut même des fois décoller. J'ai des amis, des bodybuildeuses de haut niveau qui, à force de faire des mouvements de grand écart pour leur show, hein, se sont retrouvés, alors c'est fréquemment avec une dégradation du labrum qui s'est décollé. Mais il y avait bien sûr derrière un facteur génétique. Il y a toujours des facteurs génétiques. Vous allez avoir des gars qui vont être capables de faire du squat très très longtemps, très lourd sans avoir de problème, et puis d'autres qui vont vite s'user. Puis si vous mettez des barres à plus de 400 comme notre ami Ando Os en commençant très jeune, vous allez peut-être avoir une dégradation assez précoce de votre articulation de la hanche. Donc, il faut savoir que cette pathologie que l'on rencontre fréquemment maintenant chez les powerlifters qui pratiquent le sumo, alors c'est souvent alors on peut le trouver aussi chez les autres, mais souvent chez les types qui pratiquent le sumo, et aussi classique au cavalier. Alors, c'est marrant parce que j'avais étudié un peu les Yanma, les cavaliers Yanmaya, c'est-à-dire ce peuple qui a colonisé l'Europe, partant du nord de la mer Noire et de la Caspienne, dans ces plaines herbeuses, c'était des cavaliers, et ils ont colonisé toute l'Europe, ils ont remplacé en partie les hommes européens, prenant les femmes. Je l'ai expliqué dans un très bon texte que vous pouvez avoir dans L'éveil des consciences 2. C'est une découverte scientifique, encore une de mes grandes découvertes scientifiques, très intéressante. Et ces cavaliers, on se posait la question à quelle date ils avaient commencé à monter des chevaux. Alors comment peut-on savoir? Parce que le cheval, est-ce qu'il le prenait au départ pour boire du lait, le parquet pour avoir des des pouliches, boire leur lait? On savait qu'ils buvaient leur lait puisqu'on retrouvait des restes de graisse, on va dire de protéines, de lait dans les restes de poterie qu'ils avaient. Alors c'est un peuple, c'est entre moins 3600 et moins 2300 leur expansion. Ils ont commencé à moins 2006 et ils ont colonisé toute l'Europe, et il y a beaucoup de gènes Yanma chez les Européens, donc chez moi et chez vous si vous êtes d'origine européenne, puisque c'est eux qui ont remplacé en partie les chasseurs-cueilleurs de l'Ouest européen et les agriculteurs mâles surtout venus du croissant fertile, donc du Moyen-Orient, qui s'était mélangé aux chasseurs-cueilleurs. Donc il est resté quand même des gènes mâles chasseurs-cueilleurs et gènes mâles d'agriculteurs du croissant fertile, mais c'est une colonisation qui s'est faite avec accouplement des hommes Yanmaya avec beaucoup plus de femmes qui étaient autochtones des régions qu'ils ont colonisées. Voilà. Alors on ne savait pas quand est-ce qu'ils avaient commencé à monter les chevaux, les avaient-ils, pendant combien de temps les ont-ils montés? Et là, en faisant des études, alors ils ont étudié les tombes des Yanma. Alors les Yanma, je vais vous montrer, voilà, ça c'est un squelette de Yanma, c'est une tombe, ils avaient des belles armes en cuivre alors que les autres ne l'avaient pas. Donc c'était un avantage pour s'imposer par la force aussi, des mecs grands et costauds. Alors pourquoi grands et costauds? Parce qu'ils buvaient du lait, et c'était des éleveurs. Donc quand tu es éleveur et tu es grand et costaud parce que tu as du calcium et tu as beaucoup de viande, donc tu peux grandir et tu peux être costaud. Donc, alors tu peux à ce moment-là aller faire chier les
agriculteurs et leur piquer leurs femmes et leurs réserves énergétiques ou les mettre à l'amende. C'est ce qui s'est un peu passé avec les Yanma. Vous voyez, c'était des mecs pas très sympas. C'était là, voilà, les Yanma proto-indo-européens. Quel rapport avec le power? On va s'amuser à le voir. Hein. Alors, les Yanma, c'est ça. Hein, vous voyez, c'est des types assez costauds, des grands. On sait qu'ils avaient la peau très blanche par l'étude de leur gène. Hein. On sait qu'ils étaient costauds, très osseux. Hein. Voilà. Et ces gars-là on connaissait des grands garçons, des grands gabarits costauds qui sont venus à cheval. Quand est-ce qu'ils ont commencé le cheval, c'est simple. On a étudié leur squelette et on a étudié leurs hanches. Et on s'aperçoit que s'ils montent à cheval, ils vont avoir les mêmes types de pathologies que notre ami Andrew Hauss, puisqu'ils sont pareils, en position quasiment sumo, donc les jambes écartées sur le cheval. Alors eux, ils n'ont pas 400 kg sur le dos, mais ils ont des chocs permanents des cols du fémur sur les rebords de la cavité cotyloïde et ils vont générer le même type d'inflammation, c'est-à-dire, je montre ce powerlifter, c'est un gros gars costaud, il a un gros fémur, voilà, vous voyez ici, ils vont générer le même type d'inflammation avec ici sur le bord le col du fémur par frottement à cet endroit-là, une poussée, et ici une dégradation, une espèce d'arthrose avec le labrum abîmé. Alors, le col du fémur, donc ici, il peut y avoir, on rigole parce que je regardais les études sur ces cols du fémur de Yanma, de pré-Yanma même, et pour voir s'il montait les chevaux. Alors c'est très intéressant à voir parce que tu as deux types d'inflammation. Tu en as une qui va creuser, c'est-à-dire la cavité, le rebord ici, va impacter le col du fémur et va faire un creux dedans, ou tu as la réaction inverse, ça va impacter le col du fémur et le col du fémur va créer une bosse comme notre ami Andrew Hauss. Lui, il a une bosse, il a créé une bosse, mais il aurait pu avoir peut-être une dépression. C'était les deux types classiques. Et les cavaliers modernes ont aussi ça, ce sont des pathologies propres aux powerlifters, aux squatteurs sumo et aussi aux cavaliers. Donc c'est marrant de parler un peu de tout comme ça. Alors, Andrew ne savait pas trop, je voyais des gars qui ne lui disaient pas mais ce qu'il avait, je lui ai expliqué, c'est pas grand chose, il va sûrement se remettre relativement rapidement, mais vu qu'il va être gêné dans sa descente en squat, ça va pas être top pour sa carrière, c'est dommage. Alors c'est sûr que s'il aurait fait du strong par exemple, il aurait été moins impacté puisqu'on ne demande pas au strong de faire une descente totale en squat, vous les regardez, en général, même quand ils prennent les boules d'Atlas, les pierres d'Atlas, ce ne sont pas des poids à 400 kg, donc il y a moins d'usure et ce n'est pas des répétitions comme ils sont obligés de faire à l'entraînement. Je vous montre un peu c'est très intéressant de le voir. Voilà, là c'est quand il bat un de ses records, c'est un gars énorme, c'est un jeune garçon très fort, vous l'avez ici, on le voit avec son squat, voilà, regardez, il est descendu complètement, vous imaginez bien qu'en position quand même très large, relativement sumo, il va bien s'abîmer l'articulation de la hanche. Alors, on répète encore, tout le monde ne se blesse pas l'articulation de la hanche en squat sumo, mais bien sûr, si vous avez des hanches conformées pour avoir peu de mobilité, pas assez, vous risquez de bien vous abîmer, surtout qu'en général, les gens qui n'ont pas assez de mobilité, dans un premier temps, c'est un avantage, puisque à la descente, ils vont être directement bloqués. Ils ne vont pas s'affaisser encore plus, puisque le blocage osseux va les bloquer en position inclinée, comme ça, puisque ça ne descendra pas plus. C'est un avantage, c'est pas extrêmement douloureux au début, sauf que ça va générer des inflammations. Et si vous n'avez pas ce blocage osseux, vous allez descendre, encore plus, et vous allez vous péter la gueule. Donc, c'est un bien pour un mal, on va dire, c'est un avantage pour la compétition, mais un désavantage pour l'usure de la hanche. Donc voilà, vous retrouverez toutes des explications aussi intéressantes, bien sûr, dans notre prochain livre, qui est déjà envoyé à l'éditeur, c'est très bien. Je disais à Gundy, attends, je t'envoie des dessins, il y en a deux que tu n'as pas eu. Il dit, mais merde, c'est parti aujourd'hui. C'est pas grave, on vous le mettra dans le top 2. Donc voilà, toujours intéressant de comprendre ce qui arrive aux powerlifters. Je vous l'explique d'une façon ludique. Je ne vous présente pas de sources ou autres, puisqu'on s'en fout un peu. Je ne m'amuse pas à raconter des conneries. J'étudie, et ce que je vous dis,
le fais en allant chercher des données partout, je ne sors jamais rien de mon cul, hein, c'est évident. Alors je vais vous montrer aussi des petites explications pour que vous compreniez quand même, hein, les problèmes de hanche avec des petits dessins sortis du guide des mouvements de musculation 6e édition, hein, voilà, approche anatomique. Allez l'acheter, hein, c'est bien, c'est sûrement mieux que du zététicien prétentieux, hein, qui n'aura jamais une portée mondiale parce que c'est un débunker minable français. Hein. Donc nous, on fait du mondial, puisque ce sont les commandes américaines. Et les Américains, c'est pas des rigolos, hein, et ils veulent de la qualité, ils veulent pas du blabla. Hein. C'est monnaie, hein, pour être utile et pour être utile à tous les pros. Voilà, les pros du monde entier. Voilà. Alors, vous avez ici, alors c'est une page de... Cette fois-ci, pas l'éveil des consciences, hein, c'est du guide des mouvements de musculation et je vous montre un peu les morphologies de hanches différentes. Hein. Vous avez des hanches qui sont des cavités cotyloïdes qui sont plus ouvertes vers l'extérieur et d'autres plus ouvertes vers l'intérieur. Et vous voyez que si c'est plus ouvert vers l'extérieur, vous pouvez écarter plus facilement en sumo, hein, comme ici. Voilà, et là, vous allez avoir plus de mal pour écarter en sumo, donc vous allez être obligé de faire un squat plus rapproché. Voilà. Mais souvent, quand vous faites un squat plus rapproché, vous n'allez pas forcément avoir de frottement à cet endroit-là. Et si celui-là... et le problème, c'est que tout le monde n'a pas une hanche complètement ouverte ou une hanche complètement fermée. Des fois, des gens ont une hanche un peu intermédiaire et veulent faire un sumo extrêmement large, pour ne pas avoir de déséquilibre, puisque le triangle, hein, l'équilibre avec l'axe vertical pour la centrale, on met la barre. Hein, je vous montre ici, hein, voilà, qui passe par la barre, hein, va vous empêcher d'être trop penché en avant et vous permettre de prendre plus lourd à cause du dos plus droit. Donc le squat sera moins déséquilibré avant si vous avez des hanches vous permettant d'ouvrir. Mais des fois, des gens ont les hanches intermédiaires et essayent d'ouvrir un maximum. Et à ce moment-là, ça va peut-être générer aussi des frottements. Il faut faire toujours très attention pour générer ensuite, hein, regardez, hein, une petite arthrose de la hanche. Hein. Alors vous avez des arthroses de la hanche, mais vous pouvez aussi avoir, avec des poids lourds, des dégradations, hein, très importantes aussi, des cols du fémur qui peuvent s'abîmer, hein, s'aplatir, et alors là, le cartilage va s'user et vous êtes dans la merde. Et on vous change tout le col du fémur, voilà. Puis on peut vous changer aussi la hanche si elle est trop abîmée. Alors ça change très bien, mais vous ne serez plus un champion de squat. Hein. Vous pourrez vous balader tranquillement, marcher, trottiner, mais fini le squat à 400 kg. Bon, notre ami Andrew Host n'en est pas encore là, puisqu'on voit que sa carrière peut être entamée, mais on ne va pas lui changer la hanche pour une inflammation de ce type. On ne voit pas de dégradation totale, hein. Mais par contre, c'est extrêmement gênant. Hein. On peut montrer aussi, vous voyez, tout ça dépend aussi, l'ouverture de la hanche dépend aussi de l'inclinaison du col du fémur. Un col du fémur relativement ouvert, vous pourrez écarter facilement les hanches. Un col du fémur assez droit, vous ne pourrez pas trop écarter les hanches parce que vous aurez, ça risque de cogner, bien sûr. Ce sont des problèmes que l'on peut rencontrer. Hein, ça va cogner, le col du fémur va cogner sur la cavité cotyloïde. Donc en fonction des hanches, hein, et de l'incongruence, mais c'est multifactoriel. Tout ça, vous allez plus ou moins pouvoir ouvrir, hein, les hanches. Donc c'est intéressant de comprendre que tout ça dépend des morphologies. Alors en plus, ce qui est marrant, c'est que vous êtes programmé pour avoir une certaine forme, mais il faut savoir que avec l'âge et avec les poids que vous mettez sur le dos, vous pouvez avoir une déformation progressive, ça tombe de la hanche, avec un affaissement, hein, du col du fémur et un épaississement. C'est ce qui est une adaptation à la charge, hein, et on peut s'apercevoir que plus les individus sont légers, par exemple plus les femmes, hein, les femmes en général sont légères, en général elles ont un col du fémur quand elles sont légères qui reste assez vertical, et plus les individus sont lourds, plus ils vont avoir un affaissement du col du fémur, mais celui-ci va se renforcer, hein, bien sûr, avec un épaississement vers le bas. Quand vous regardez les travées osseuses du col du fémur, vous voyez que tout ça s'adapte avec la vie, et si vous restez alité très longtemps, tout ça va disparaître progressivement, toute cette calcification faite de travées osseuses, hein, à l'intérieur, pour arriver sur un col du fémur fragile qui risque de se péter. C'est pour ça que les vieux, ils continuent à marcher pour continuer à stimuler leur croissance osseuse, hein, des ostéophytes, hein, pour continuer à avoir une certaine solidité du col du fémur, parce que l'immobilité, bien sûr,
c'est le risque de fracture du col du fémur et après la mort à cause de l'immobilité et de la perte du goût de la vie. Voilà, c'est tout le temps un problème. Donc voilà, puis on va revenir là-dessus, hein. Quand vous avez une mobilité de hanche, hein, voilà, là et ici, si vous n'avez pas de mobilité de hanche à ce moment-là, hein, vous risquez aussi de décoller, par exemple à la presse, le bassin. Il faut savoir que tout ça, c'est des questions d'adaptation morphologique. N'écoutez pas les zététiciens qui vous disent que la morphologie n'a aucune influence sur le risque de blessure. Non, la morphologie a une influence sur les risques de blessure, et pas uniquement en sport, comme ils disent. En sport, il n'y a aucune influence sur le risque de blessure, même dans la vie de tous les jours, puisque c'est une des bases de la médecine orthopédique. Il faut savoir que tout le monde n'est pas pareil, et il y a un facteur morphologique qui est souvent d'ordre génétique, qui fait qu'on va avoir plus ou moins de risque de se blesser. Voilà, vous voyez les différences en fonction de la mobilité de la hanche. Vous pouvez descendre plus ou moins à la presse. Alors le truc, c'est que si tu n'as pas de mobilité de hanche, tu vas incliner un peu, tu vois. Et pareil au squat, si tu as de la mobilité de la hanche, ça c'est très intéressant à savoir. Si tu as une hanche très très mobile, qui permet de remonter antérieurement sans frottement, sans que ça se coince au niveau de l'articulation de la hanche, en cas de poids trop important, il ne va pas y avoir de dégradation au niveau de la hanche, tu vas juste te péter la gueule en avant, et même des fois même sans arrondir le dos, puisque la bascule va se faire au niveau de la hanche. Par contre, si tu as la hanche qui bloque parce que ta conformation de hanche n'est pas adaptée pour descendre très bas, malheureusement en concours il faut, à partir du moment où tu vas arriver à ce niveau-là, tu ne pourras plus descendre plus bas parce qu'il va y avoir un blocage qui va bloquer le bassin, l'inclinaison du bassin ne va pas pouvoir se faire, comme tu vois ici, et ça va être un arrondissement du dos, et à ce moment-là, tu peux te niquer le bas du dos, tu vas défixer ton bas du dos, tu vas l'arrondir parce que tu es en déséquilibre avant. Alors au lieu de te péter la gueule, c'est comme ça, comme je vous l'explique tout le temps, si tu n'as pas de mobilité de hanche, au lieu de te péter la gueule, tu vois, boum, comme ça, entre tes deux fémurs, et tomber, c'est pour ça qu'il faut des protections et des pareurs, tu vas te bloquer ici, et ensuite arrondir le dos, emporté par la barre, et là, tu vas te niquer gravement, tu risques de te niquer gravement les lombaires. Il y en a un, en fonction de la mobilité de la hanche, qui va se péter la gueule, ça peut être très grave aussi, mais s'il a des sécurités ou s'il a des pareurs, ça va, et l'autre qui va d'un seul coup se bloquer au niveau de la hanche et qui va d'un seul coup s'arrondir au niveau du bas du dos, et là ça risque d'être la hernie critique, c'est-à-dire un arrondissement extrême du bas du dos qui peut entraîner le délabrement des tissus de maintien des fascias et des petites aponévroses, des petits tissus, des fascias qui sont des petites aponévroses et ligaments entre les vertèbres, très douloureuses parce que c'est très innervé. L'innervation est surtout au niveau, bien sûr, des fascias, puisque c'est par ces fascias qu'on tient, c'est très innervé, c'est une innervation proprioceptive pour savoir où l'on est et se situer dans l'espace. Donc dès qu'il y a un étirement de ces fascias préventifs, ça va se bloquer d'un coup, tu vas avoir très mal, mais si ça continue, tu ne vas plus avoir, vous voyez au bas du dos derrière moi, ici, il n'y a pas, en flexion antérieure, il n'y a pas de protection comme il pourrait y avoir là-haut, bien sûr, dans la cage dans le thoracique qui est fixe. Donc vous allez arrondir et vous risquez à ce moment-là de niquer ici un disque par une pression antérieure, et à ce moment-là, le noyau pulpeux risque de sortir, d'être une protrusion vers l'arrière. La protrusion, elle se fait en général par la plaque ici qui est entre la vertèbre et le disque. C'est la plaque vertébrale qui est là, qui permet de nourrir le disque. Le disque n'a pas de réseau de veines à l'intérieur, c'est un noyau pulpeux et autour un anneau fibreux, et c'est nourri par capillarité, par cette plaque qui souvent peut être dégradée. À ce moment-là, c'est par cette dégradation de la plaque qui fait qu'il n'y a plus de nourriture, qu'il peut y avoir une dégradation du disque en lui-même, et aussi une fuite du noyau par l'arrière. Alors, si le disque est bien dégradé, ça fuit directement en pétant le disque, mais ça peut souvent fuir par le dessus de cette plaque, ou le dessous, bien sûr, on s'en fout, ça dépend où on se trouve, ici ou là, bien sûr. Donc voilà, ce sont des problèmes. Donc tout le temps intéressant de comprendre cela.
comprendre que nous ne sommes pas tous faits pareil, que les blessures surviennent d'une façon ou d'une autre en fonction des morphologies. Il ne faut pas avoir peur de tout, mais il faut prendre des positions de sécurité et essayer de bien sentir son corps pour voir si vous avez des limites osseuses. Forcer sur une limite osseuse, c'est jamais très bon et ça peut vous dégrader le squelette, comme notre ami Andrew Hauss a eu, et vous vous retrouvez avec un beau problème de hanche qui va lui gêner sa carrière quelque temps. Alors, vu le problème qu'il a, il peut peut-être revenir. On n'est pas encore dans quelque chose d'extrêmement grave, mais on est dans quelque chose d'extrêmement douloureux, qui va peut-être arranger, mais l'os, il a poussé, et la dégradation est quand même là, donc il va falloir essayer de trouver un moyen pour lui, de limiter, peut-être de changer l'angle, ou d'essayer de faire très attention à la descente pour pas forcer sur l'inclinaison du bassin et la flexion, la compression cavité cotyloïde labrum sur col du fémur. Voilà, c'était une petite vidéo de 25 minutes pour vous parler de musculation, pour vous parler de powerlifting et pour vous parler un peu des Jan Maia. Ça fait plaisir de montrer un peu que tout se recoupe et qu'étudier l'anthropologie et l'évolution des hommes vous permettent aussi de comprendre les powerlifters énormes qui poussent des barres à 400 kg parce que vous connaissez aussi les pathologies qui touchent les cavaliers. Alors, c'est comme je vous dis, c'est pas parce qu'ils ont 400 kg sur le dos, c'est parce que toute la journée, ils n'arrêtaient pas d'être à cheval les jambes écartées, donc à force, ça fait des pathologies d'usure par le mouvement répété, et le powerlifter, c'est des pathologies d'usure par des mouvements moins répétés, mais avec des charges beaucoup plus lourdes. On n'est pas fait en acier, nous sommes une structure vivante qui peut se régénérer. Tout ça peut bien sûr se régénérer, comme tout ça ne peut ne pas se régénérer. Tout dépend de ton âge, de ta génétique et de ta volonté. Non, ta volonté, c'est la volonté de changer ton mouvement ou de ne pas descendre trop bas. La volonté joue aussi, mais bien sûr, on ne peut rien contre le temps et l'usure. Nous finirons tous au cimetière. Voilà, le principal c'est de bien vivre et d'essayer de souffrir le moins possible. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères.